Bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer et je me dis que les autres nous rejoindront, sachant qu'on commence par les petites présentations, donc normalement, ils ne nous feront pas beaucoup de messages. Euh, alors, je vous propose aujourd'hui une présentation conjointe entre Efficience Santé au Travail, donc votre service de santé au travail, et Monsieur Benet Yannick, qui est business manager et ostéopathe chez Néoforma. Je suis moi, Philippe Samar, responsable du pôle prévention d'efficience. Et vous allez voir en image Sarah Colo, ergonome, efficience également, qui va illustrer un petit peu, qui va illustrer le discours. Alors, afin que vous puissiez poser vos différentes questions et surtout qu'on puisse y répondre en fin de session, on vous propose de poser vos questions tout au long de la session avec la petite icône Q&R que vous voyez ici en bas. Vous posez vos questions et ce qu'on vous propose, c'est de prendre un petit temps en fin de présentation de manière à lire chacune des questions et à y répondre, que ce soit Yannick, Sarah ou moi. L'objectif étant de répondre à toutes les interrogations éventuelles que vous pouvez vous poser. Alors, je regarde, il y a encore du monde qui arrive. Donc, je vais laisser aller 30 petites secondes et après, je commence à dérouler. Alors, l'objectif aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de parcourir un petit peu une journée type. Une journée type au travail, alors qu'on soit sur son lieu de travail ou en télétravail à domicile. L'idée, c'est de savoir un petit peu comment gérer son corps tout au long de la journée. Donc, on va vous proposer tout d'abord de faire un petit point sur le pourquoi bouger et surtout dans le contexte actuel, un petit point sur l'aspect sédentarité qui prend le pas en ce moment pour un grand nombre d'entre nous. Et ensuite, pour éviter cette sédentarité et du coup le fait de bouger tout au long de la journée, on vous propose de démarrer la journée en beauté avec un petit réveil musculaire. Donc là, ce sera Yannick qui va vous proposer un certain nombre d'exercices finalement pour vous échauffer et réveiller un petit peu les muscles du corps avant de commencer la journée. Ensuite, on vous propose une petite illustration avec Sarah Erkonam qui sera là pour illustrer les propos. Donc, ce sera de comment s'installer au mieux face à son écran. Donc là, pareil, on va aborder le côté travail sur écran classique dans un lieu de travail, donc avec tout le matériel qui va bien. Et ensuite, on vous proposera du coup le parallèle sur le télétravail et le comment bien s'installer à domicile. Une fois cette partie de travail sur écran réalisée, l'objectif, c'est de vous donner quelques exercices ciblés pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, globalement les douleurs et tous les maux aux différentes articulations, avec une petite session d'étirement que vous pourrez réaliser en fin de journée. Et une fois que l'on arrive à la maison, 5 minutes pour se relaxer. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de parcourir toute une journée type, de préparer et de mobiliser son corps de manière à avoir le moins d'impact possible sur son corps. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, nous répondrons aux questions en fin de session. Donc, n'hésitez pas à utiliser le petit modèle Q&R. Vous tapez votre question et on l'évoque en fin de session. Alors, faire un tout petit point sur justement l'aspect sédentarité, l'aspect mouvement et l'aspect importance du mouvement au quotidien. Quelques données chiffrées. En Europe, un peu moins de 20% des adultes passent plus de 7 heures par jour assis. Donc là, on ne fait pas un sondage, mais l'idée, c'est d'avoir à l'esprit, est-ce que vous êtes concerné par ces 7 heures, 7 heures et demie en position assise par jour, ce qui est un indicateur, un premier signe de risque de sédentarité, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans une même posture et assis. L'inactivité physique, alors qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord le 4e facteur de risque de maladie non transmissible, impliqué dans plus de 3 millions de morts inévitables. Donc, on va voir justement ensuite que le fait de ne pas assez bouger au quotidien peut amener un certain nombre de problématiques, voire de pathologies. Justement, petit point sur la sédentarité. Donc, les situations passées en position assise ou allongée, donc en dehors de la période de sommeil et de repas, dans lesquelles les mouvements du corps sont réduits à leur minimum. Donc, ça, c'est la définition. Donc, typiquement, regarder la télévision, travailler sur un ordinateur, jouer aux jeux vidéo, lire, téléphoner, être passager ou conducteur dans un véhicule. Alors, conducteur bouge un peu plus, mais quand on est passager, pas du tout. Toutes ces activités-là sont des activités où le corps est en quasi-inactivité, en non-mouvement. Et donc, on ne le sollicite pas. Et donc, on est dans une posture de sédentarité.
Ça, c'est ce que l'on veut éviter, en tout cas, travailler aujourd'hui. L'activité physique, quant à elle, ce sont finalement tous les mouvements que le corps va réaliser, donc avec des contractions musculaires, et qui entraînent une dépense énergétique, donc supérieure à celle du repos. Donc quand on est en mouvement, même en marchant, en se déplaçant d'un point A à un point B, à partir de ce moment-là, on est en mouvement et on a finalement une petite activité physique. Donc là, on était sur les définitions. Pour l'OMS, chaque mouvement compte. Donc l'idée, c'est pas de. Aujourd'hui, le message, c'est pas de vous dire il faut tous aller s'inscrire en salle de sport maintenant, c'est pas l'objectif, mais c'est surtout de vous donner une information qui est de dire qu'à partir du moment où on est en mouvement, on fait de l'activité physique. Dès qu'on marche, dès qu'on se déplace, finalement, dès qu'on bouge, on fait marcher son corps. Les bénéfices pour le cœur, le corps et le cerveau, donc plus on a une activité physique régulière, plus ça prévient les risques de maladies cardiovasculaires, le diabète, les symptômes de dépression et d'anxiété. Donc on a tout intérêt à bouger. Petit rappel, toujours de l'OMS, un peu d'activité, c'est mieux que rien. Et plus qu'un peu, c'est encore mieux. Donc il faut d'abord progressivement reprendre des activités du quotidien, marcher un peu plus, prendre les transports, se déplacer à pied plutôt qu'en voiture. Et derrière, bien sûr que si on a une activité physique un peu plus soutenue, avec des activités sportives, effectivement, c'est encore mieux pour le corps et les articulations. Donc, l'OMS reprécise que tous les types d'activités comptent, que ce soit le travail, le sport, les loisirs, les transports, les tâches ménagères. Vraiment, à partir du moment où il y a du mouvement, il y a de l'activité. Un comportement sédentaire peut être, lui, mauvais pour la santé. C'est ce que je disais un petit peu plus haut. Il peut augmenter le risque, entre autres, des maladies cardiovasculaires, les cancers et les diabètes. En résumé, donc cette petite diapositive, on reprend le fait que l'idée d'une activité modérée, c'est globalement entre 2 heures et 2 heures et demie d'activité par semaine. Donc, je reviens bien sur le fait, l'activité modérée, c'est vraiment tous les mouvements, tous les déplacements. Ou alors, une activité intense, donc là, on serait sur plutôt 1 heure et demie d'activité intense par semaine. À partir de ce moment-là, on pourrait considérer que vous n'êtes pas dans une posture sédentaire et que vous réalisez de l'activité physique. Pour ce faire, il faut limiter le temps passé sans bouger, le temps en position assise, le temps devant les écrans au maximum, parce que ce sont des moments où le corps est souvent au repos. Donc, privilégier l'activité physique. Alors, je vais maintenant passer la parole à Yannick. On va commencer la journée en mouvement. En beauté aussi. Merci, merci Philippe. Du coup, donc, alors, comme l'a dit Philippe, voilà, on est de plus en plus sédentaire. Forcément, ça va avoir un impact sur votre corps. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est… alors, Philippe, est-ce que tu peux enlever en même temps la présentation? Comme ça, on me verra complètement en grand. Ça sera peut-être mieux en termes de visibilité. Voilà, parfait. Hop, et nickel. Donc, du coup, comme l'a dit Philippe, la sédentarité, c'est un vrai problème aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vais vous proposer ce matin, en plus, ça tombe bien, voilà, on est en milieu de matinée. Du coup, vous avez déjà passé quelques heures assis devant vos écrans. Donc, je vais vous montrer en fait un petit protocole de réveil musculaire qui dure environ 5 minutes et qui va avoir pour objectif justement de redynamiser votre corps, qui puisse être dans des conditions optimales pour fonctionner. Le réveil musculaire, vous avez déjà dû tous en entendre parler, c'est quelque chose qui se met en place dans les entreprises vraiment maintenant assez fréquemment. Alors beaucoup pour la partie logistique, manutention, etc. Sachez que pour la partie travail sur écran, c'est quelque chose qui est aussi très important. Ce n'est pas parce qu'on ne porte pas qu'on n'a pas de contraintes sur notre corps. Donc, cette partie réveil musculaire, elle va être vraiment importante. Et en fait, on va jouer sur 4 structures du corps. On va jouer tout d'abord sur le muscle, le fait de réveiller son muscle. Donc, le muscle va chauffer et va être beaucoup plus élastique. Donc, en fait, il va pouvoir absorber, on va dire, des contraintes qui sont plus importantes. Ça, c'est la première des choses. Mais ça va aussi jouer sur l'articulation. Une articulation, pour bouger, ça a besoin d'être chaud, d'être lubrifié, puisqu'on a un liquide à l'intérieur qui s'appelle du liquide synovial. Peut-être certains en ont déjà entendu parler, notamment au niveau des genoux. Quand on a les genoux qui gonflent, on dit qu'on a un épanchement de synovie. C'est parce qu'en fait, ce liquide,
il sert à bouger. Et en fait, quand on va justement chauffer son corps, ce liquide va être plus chaud et donc l'articulation pourra bouger plus facilement. Autre point et très important, les deux derniers, c'est tout ce qui va être lié au système cardiovasculaire, c'est-à-dire que le fait de réveiller son corps, votre cœur va battre plus vite, le sang va circuler plus vite, donc va mieux oxygéner vos muscles. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très très important, surtout on va le revoir tout à l'heure par rapport au travail sur écran. Et le dernier point, c'est tout ce qui va être neurologique. En fait, plus votre corps va être chaud, plus l'information va être transmise rapidement, plus on a ce qu'on appelle au niveau du corps la proprioception. Donc, c'est la perception en fait que votre cerveau a de votre corps. Donc, si vous fermez les yeux et que vous mettez la main dans un sens, votre cerveau le sait. Ça, en fait, plus on est chaud, plus on a chauffé son corps, plus la proprioception elle est développée et donc moins on risque de se faire notamment des chutes, etc. Donc vraiment réveil musculaire hyper important. Nous par exemple au bureau ce qu'on fait c'est qu'on le fait tous les matins quand on commence à 9h, 9h30, on le fait tous ensemble, puis ça permet de discuter sur la journée, etc. Donc ce que je vous propose maintenant c'est qu'on le fasse ensemble parce que le but c'est quand même aussi de comprendre ce que ça fait sur votre corps. Donc, je vous invite, pour ceux qui peuvent le faire, et il n'y a pas de honte, encore une fois, à faire du réveil musculaire, même s'il y a des collègues, etc., faites-le aussi avec vos collègues. Mais en tout cas, moi, je vais vous proposer un petit protocole donc, à faire tous les matins. Donc, vous allez voir, il est assez simple, puisqu'on va partir en fait. Alors, je vais baisser un petit peu hop, pour que vous puissiez voir après mes jambes. Donc, en fait, il est assez simple. On va partir de la tête pour aller jusqu'aux pieds. Donc, on va commencer par les cervicales. D'accord? Les cervicales, on va dire oui une dizaine de fois. D'accord? Donc, ça, c'est quand on est en début de journée. On dit oui à tout. Donc, il faut bien chauffer ces cervicales. Donc, une dizaine de fois. Et ensuite, on va dire non aussi une dizaine de fois. Sachant que le réveil musculaire, le but, c'est de réveiller les articulations. Donc, ça ne doit pas faire mal, ça ne doit pas être des mouvements brusques. On doit y aller vraiment tranquillement. Et on va finir par une dizaine de ronds dans un sens. Et une dizaine de ronds dans l'autre sens. Donc, vous voyez, c'est des exercices vraiment qui sont très simples, mais vous allez ressentir en fait que on est le matin, donc on a les articulations qui ne bougent pas très bien. Donc, ça va permettre vraiment d'être bien mobile. On va continuer sur les épaules. Alors, vers l'arrière, puisqu'en fait, on est toujours les épaules vers l'avant. Donc, on va aller chercher vers l'arrière. Donc, une dizaine de mouvements aussi vers l'arrière. Voilà, on vient bien chercher entre les téléphones, les ordinateurs portables, etc. On vient bien chercher vers l'arrière. Une dizaine de fois. On enchaîne sur les coudes, parce que les coudes, on a l'impression de ne pas s'en servir, mais en fait, quand on clique, c'est le muscle du coude qui travaille, donc important aussi de le réveiller. Donc, on vient, vous voyez, passer la main à l'intérieur, à l'extérieur, une dizaine de fois. En même temps, ça travaille votre coordination et vous allez sentir déjà au niveau de l'épaule, au niveau du coude, que ça va commencer à chauffer. Hop, on fait pareil de l'autre côté, toujours les deux côtés. Donc, vous allez voir, c'est vraiment protocole de 5 minutes. En même temps, vous voyez, on peut discuter sur la journée, sur les missions de la journée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas pénaliser, on va dire, la productivité, parce que c'est souvent des remarques qu'on a. Mais en fait, non, il faut voir ça comme un temps d'échange, un temps au niveau de la cohésion des équipes, etc. On enchaîne sur les poignets. Et ça, d'ailleurs, donc, dans l'idéal, c'est de le faire le matin quand vous commencez votre activité. Mais quand on travaille sur écran, c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois dans la journée pour réveiller son corps. Parce que vous allez le voir tout à l'heure avec Philippe, on reste statique. Donc, il faut réveiller son corps. Et donc, avec ce petit protocole-là, ça va permettre vraiment de réveiller son corps. On enchaîne. Donc là, on a fait la partie haute. Donc, vous voyez, assez simple, de la tête aux pieds. Comme ça, vous vous souvenez de tous les exercices. Maintenant, on va enchaîner plutôt sur la partie basse. D'accord? Donc, on va commencer par une dizaine de petits ronds. D'accord? Surtout pas de hula hoop avec des grands ronds, parce que le corps n'aime pas trop la rotation. Donc, vraiment, 10 ronds dans un sens, mais des petits ronds, et 10 ronds dans l'autre sens. Voilà, on y va tout doucement, on ne force pas. Là, on va travailler la rotation.
parce que la rotation, c'est un mouvement que le corps n'aime pas trop, donc c'est important voilà, de bien réveiller nos différents muscles. On va enchaîner sur de l'inclinaison avec 10 petits mouvements de chaque côté. D'accord? Donc là, ça va travailler tous les au niveau du flanc. Et on va finir, vous allez voir, sur un exercice qui est le plus important pour réactiver toute la circulation, c'est des mouvements d'ouverture. En plus, le fait, donc là, vous voyez, je ne me tiens pas, je vais travailler ce qu'on appelle la proprioception, donc mon équilibre, etc. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment top. Vous pouvez aussi vous tenir, d'accord, si au départ, vous avez un petit peu de mal. Et on fait pareil de l'autre côté. On va monter un petit peu en puissance après cet exercice. Voilà, on fait bien nos 10 petits ronds. On va monter en puissance avec des flexions. Donc, on va faire une dizaine de flexions. Là, vous allez sentir votre cœur, il bat plus fort. Votre respiration, elle va augmenter. Donc là, on est en train d'approvisionner tous nos muscles en oxygène. Donc voilà, on enchaîne bien. Allez, encore 2. Parfait. On continue sur les genoux. Donc là, c'est simple. Celui-là, vous devez le connaître. Des petits ronds dans un sens, donc une dizaine, comme d'habitude. Vous voyez, toujours une dizaine. On part de la tête, on va jusqu'au pied. Donc, très facile de s'en souvenir. On fait pareil de l'autre côté. Normalement, vous le sentez au niveau de la respiration, hein, que ça doit… Même moi, vous voyez, j'ai un peu plus de difficulté à parler. Et on finit sur les chevilles. Alors là, vous n'allez pas le voir, mais les chevilles… Alors, attendez, hop, je vais baisser quand même la webcam. Voilà. Donc, la pointe du pied sur le sol et on vient faire des petits ronds. Donc, une dizaine de petits ronds d'un côté. Très important, je vous ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui va être chute de plein pied, notamment si vous chauffez bien vos chevilles. Alors, il y a d'autres exercices, bien sûr, mais là, si vous faites déjà cet exercice-là, ça va vous permettre d'éviter les chutes de plein pied puisque votre cheville sera plus prête à absorber justement des contraintes au niveau du sol, etc. Parfait. Donc, vous voyez, vraiment, c'est un petit protocole qui est rapide. Pour ceux qui l'ont fait, on ressent tout de suite le bienfait sur le corps. On sent qu'il y a vraiment eu une action. Et ça nous permet, même au niveau de la réflexion que vous allez avoir, votre cerveau il est mieux oxygéné, etc. Vous serez beaucoup plus performant. Donc, voilà pour ce petit, réveil musculaire. Philippe, du coup, je te laisse reprendre la main sur la suite. Eh bien, merci. Alors, on revient en image. Donc, avec Sarah, qui est installée ici. Alors, pas forcément tout à fait comme il se doit. Et l'objectif là, c'est de vous montrer élément par élément comment régler son siège pour être bien installé. Donc là, on part du principe qu'on est au bureau avec un siège qui dispose de réglages, un plan de travail classique, etc. Tout d'abord, petit rappel, idéalement, si la configuration du bureau le permet, on se positionne perpendiculairement à la fenêtre. Ça évite les reflets sur l'écran, etc., ce qui facilite déjà le positionnement. Une fois que ceci est fait, l'idée va être, dans un premier temps, de régler son siège. Alors, pour régler son siège, l'indicateur, c'est quoi? On va régler la hauteur d'assise de manière à ce que, progressivement, vos coudes forment un angle de 90 degrés entre votre corps et le plan de travail. À partir de ce moment-là, il va falloir regarder quelque chose. Je vous le montre en image ici. Voilà, on se met un peu sous le bureau. Pourquoi? Parce que là, on s'aperçoit que les 90 degrés au niveau des membres supérieurs, donc des bras, sont bien présents. Par contre, au niveau des pieds, on n'a plus, en tout cas Sarah n'a plus là, les pieds à plat au sol. Si vous avez les pieds à plat au sol, il n'y a plus rien à faire. Vous avez 90 degrés globalement au niveau des membres supérieurs, 90 degrés au niveau des jambes, parfait. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre un repose-pied de manière à ce que vos pieds reposent à plat sur quelque chose, donc là en l'occurrence un repose-pied. Auquel cas, la hauteur du siège maintenant est correctement réglée. Une fois que ce premier réglage qui est quasiment, c'est vraiment la base du positionnement, on va s'attarder maintenant au reste. Alors toujours au niveau du siège, l'idée à présent c'est de régler le dossier. Donc non, la plupart des sièges aujourd'hui sont équipés d'un réglage au niveau du dossier.
L'objectif ici, c'est que votre creux lombaire, donc la partie vraiment où vous sentez un creux en bas de votre dos, soit maintenu, soutenu par le dossier. Donc le dossier, lui, à l'inverse d'un creux, va avoir une espèce de petite cambrure qui va aller se loger au niveau de votre creux lombaire. À partir de ce moment-là, vous êtes installé plutôt convenablement et au niveau du dos et au niveau des bras et au niveau des jambes. Ensuite, ce qui va contribuer aussi à une aide précieuse, c'est le réglage des accoudoirs, si vous en avez. Si vous en avez, l'idée, ça va être de régler les accoudoirs au niveau du plan de travail. En fait, l'idée, c'est vraiment que vos bras soient maintenus dans la continuité. J'ai une partie de mon avant-bras qui va être au niveau de l'accoudoir et l'autre partie sur le plan de travail. Ce qui me permet un maintien, épaules relâchées, je n'ai pas de contrainte au niveau de mon cou et j'ai mes bras qui sont maintenus et donc je soulage le haut de mon dos. Ensuite, pour être sûr que vous êtes bien positionné, vous devez constater que vos poignets sont dans le prolongement de vos avant-bras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cassure au niveau du poignet, vous êtes sur quelque chose qui est longiligne. Voilà, donc là maintenant vous avez le poignet qui est dans la même orientation que l'avant-bras et on a tout ça qui est maintenu et par l'accoudoir et par le plan de travail. Maintenant, vous savez que globalement, vous êtes dans une bonne posture. Dernier point, si vous disposez de ce réglage, je donne tous les réglages, comme ça si vous en disposez, vous saurez quoi en faire. Si vous avez un réglage de profondeur d'assise, là on l'a par exemple sur ce siège-là, la profondeur d'assise, ça vous permet de régler l'assise du siège plus ou moins importante. L'objectif ici, c'est de pouvoir aller au fond de son siège et d'utiliser convenablement son dossier. Donc, une fois que l'assise du siège est réglée, vous devez avoir quelques centimètres entre l'arrière de votre genou et, l'assise du siège. Ce qu'on veut éviter ici, c'est un contact qui rendrait complexe un petit peu la circulation sanguine, ce qui n'est pas agréable et ce qui ne serait pas confortable sur une longue période. Donc là, on a un siège, on a quelqu'un qui est bien positionné au niveau de son siège, qui a un appui au niveau du sol, qui est bien maintenu au niveau de ses avant-bras et de ses bras. Donc là, on est dans une bonne posture. Maintenant, on va voir quand même qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte, en particulier l'écran. Alors, il y a deux dimensions à prendre en compte. La hauteur, on va commencer par la hauteur de l'écran. L'idée, c'est d'avoir vraiment la bordure haute de l'écran au niveau des yeux. Une fois qu'on a ce réglage-là, alors je vais donner tout de suite le cas où il faut éviter. Donc, si jamais vous portez des verres progressifs avec une correction vers le bas des lunettes, il va falloir mettre votre écran plus bas, sinon vous allez vous retrouver quand vous lisez les caractères en haut de l'écran avec la tête et le cou en arrière, ce qui est vraiment proscrit. Si jamais vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas de verre progressif, dans ce cas-là, vous êtes tête droite et l'écran à hauteur de vos yeux. Maintenant, il y a la distance qui va compter également. Entre autres, là, notre écran est trop près. Une des mesures, on parle d'environ 70 cm entre les yeux et l'écran. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas les mesurer. Alors, une unité de mesure qui fonctionne bien, c'est de tendre le bras vers l'avant. Et donc, avec les mains tendues, on devrait avoir l'écran qui est soit à fleur des doigts, soit à quelques centimètres des doigts. L'objectif, c'est qu'il ne soit surtout pas trop près et éviter qu'il soit quand même trop loin. Avec cette configuration-là, on a un écran qui est à bonne hauteur, un siège qui est bien réglé. Normalement, j'ai une utilisation confortable de travail. Si jamais vous utilisez deux écrans, là, on vous a fait une configuration qui devient un petit peu type maintenant avec un ordinateur portable à côté. L'objectif, c'est de positionner les deux écrans proches l'un de l'autre à même hauteur. Donc là, vous voyez, là, Sarah elle est en train de monter progressivement la hauteur de l'écran de l'ordinateur portable pour que les deux soient à même hauteur, que ce soit homogène et qu'on sollicite le moins possible le coup. Des systèmes, il en existe un certain nombre. L'objectif étant qu'on ait les deux écrans qui soient proches l'un de l'autre et à même hauteur. Bien entendu, vous voyez l'inclinaison du clavier sur l'ordinateur portable. Celui-ci n'est pas prévu pour être utilisé pour la frappe. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait aucun maintien au niveau des bras, mon dossier ne servirait plus à rien et surtout, je vais avoir au niveau de mes poignets une sollicitation qui n'est pas utile. Donc là, on aura besoin d'un clavier et d'une souris déportée. Et bien, du coup, ça m'emmène sur le clavier et la souris. Alors, où les positionner? Tout d'abord, le clavier il est positionné face à soi et à environ 10-15 cm du bord du plan de travail.
Pourquoi? Simplement pour pouvoir reposer une partie de ses avant-bras. Dans ce cas de figure-là, on utilise le dossier de son siège, on est bien au fond de son siège, on n'a pas de contrainte et j'ai mes bras qui sont maintenus. Je peux maintenant frapper, tout est dans le prolongement, je n'ai pas de sollicitation au niveau de mes articulations. Pour la souris, alors là, selon qu'on soit droitier ou gaucher, hein, on la met du côté où on utilise la souris. Donc là, pour Sarah, ce sera à droite et on va l'utiliser surtout le plus proche possible de son clavier. On évite les mouvements amples qui vont solliciter l'articulation, en particulier de l'épaule et du coude. Et surtout, on voit que quand on est très loin, on n'a aucun maintien au niveau du bras. Et ça veut dire que ce sont les cervicales et le haut du dos qui supportent le poids du bras. Donc, on est centré le plus au centre possible, à proximité du clavier. Au cas où, je vais donner la notion au niveau du téléphone. Le téléphone, idéalement, positionnez-le à l'inverse de votre souris. Alors, pourquoi? Parce qu'on nous pose la question, souvent quand on pose la question, souris à droite, où est-ce qu'on mettrait le téléphone? À droite également. L'idée, c'est si jamais vous avez un appel téléphonique et que vous avez besoin de vous servir de l'outil informatique, vous pouvez décrocher d'une main, écouter ce que l'on vous dit et en même temps travailler, que ce soit sur le clavier ou sur la souris, de manière fluide. Donc là, je n'ai pas de contrainte particulière. Et on va positionner le téléphone plus près de soi si on l'utilise beaucoup. Par contre, à l'inverse, si on l'utilise très peu souvent, on peut l'éloigner plus parce que ce ne sera pas une contrainte que d'aller le chercher. Voilà globalement au niveau des périphériques et des outils, comment les régler. Une petite note particulière, si vous utilisez des documents papier, parce que ça peut arriver. Alors, on croit souvent le cas de figure quand on demande aux personnes comment vous utilisez des documents papier. Ils les positionnent finalement entre eux et le clavier. L'idée, ce qu'on vous propose pour limiter pareil tout ce qui est sollicitation et garder la posture la meilleure possible, c'est de mettre le document papier entre le clavier et l'écran. Idéalement, là, on vous l'a positionné avec un support document. Alors celui-ci, je ne fais pas de pub du tout, mais alors il en existe de différentes marques à différents prix. Celui-ci, entre autres, c'est quelque chose qu'on a acheté très peu cher dans un magasin suédois, jaune. Voilà, mais il en existe un peu partout. Donc ça, c'est pour les documents papier. Rien ne vous empêche de positionner le papier sans document entre le clavier et l'écran. Ce n'est pas un souci non plus. Et dans ce cas-là, vous êtes dans une configuration qui est tout à fait, au niveau postural en tout cas, qui limite l'apparition de troubles ou de gênes. Et ce qu'on veut limiter au maximum, ce sont l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Maintenant, la question qui se pose de plus en plus, c'est comment faire quand on travaille dans une autre configuration avec un autre matériel que le matériel bureautique classique qu'on retrouve en entreprise. Donc là, on va parler clairement du télétravail, travail à domicile, etc. Alors, l'idée, c'est d'adopter exactement les mêmes conseils, même si le matériel est différent. Entre autres, on va vous montrer une configuration où on n'utiliserait que l'ordinateur portable, parce que c'est ce qui arrive très souvent quand on est en télétravail. Alors, on va vous donner une petite astuce pour le positionner au mieux et pouvoir conserver la meilleure posture. Si vous êtes chez vous, que ce soit sur une chaise avec la table à manger, parce que c'est comme ça souvent que la configuration la plus classique est, l'idée, c'est d'éviter de travailler avec un ordinateur portable seul. Alors là, du coup, visuellement, c'est facile de comprendre pourquoi. Si on utilise le portable seul, toutes les recommandations qu'on a données précédemment ne sont plus valables. Sarah n'utilise pas son dossier parce qu'elle est penchée vers l'avant, les épaules sont vers l'avant, le cou est penché vers l'avant, l'écran est bien trop bas, et si jamais l'écran, on voulait le remonter là, tel quel, on ne peut pas, et le clavier, si je veux mettre l'écran à bonne distance, sera beaucoup trop loin. Donc là, on va avoir une problématique de positionnement. Donc, pour éviter vraiment d'être en mode dégradé quand on est à domicile, l'idée, c'est de positionner l'ordinateur portable sur un support spécifique, un support d'ordinateur portable. Alors, il en existe des très petits. Celui-ci, par exemple, c'est quelque chose qui est transportable, qu'on peut amener absolument partout, qui est léger, et il en existe un certain nombre et dans un certain nombre de marques. Et l'objectif va être de verticaliser finalement l'ordinateur portable, bien sûr en utilisant un clavier déporté et une souris déportée. Donc là, on va vous montrer en image. On a maintenant un ordinateur portable que l'on peut mettre exactement à la même distance que tout à l'heure, devant soi, face à soi. Et on a surtout un écran qui est très nettement rehaussé
Donc, on peut mettre en place exactement les mêmes recommandations que celles qu'on vous a données tout à l'heure. Simplement, il faut un petit ajout, hein, que ce soit le support ordinateur portable, le clavier et la souris. Et là, vous revenez exactement dans une configuration classique de travail sur écran avec la bonne posture. Alors, on peut vous montrer pour adapter, parce qu'à domicile, on n'a pas non plus forcément un siège avec des accoudoirs. Alors, on peut aussi adapter la situation de travail pour avoir un meilleur maintien des avant-bras. Donc, on imagine que le siège qui est utilisé ici est une chaise maintenant. Eh bien, on peut ajouter ce qu'on appelle un repose avant-bras, vulgairement, qui, lui, fera office finalement d'accoudoir, c'est-à-dire qui vous permettrait d'avancer votre chaise, cette fois-ci, et de poser, de reposer vos avant-bras de manière à être confortable et surtout maintenu. Le conseil qui va aussi également être de mise, c'est peut-être de mettre, comme on a une chaise et non pas un siège, un petit coussin au niveau du creux lombaire pour compléter l'installation et revenir dans une situation quasiment idéale à domicile. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas, parce que là, peut-être que j'ai donné beaucoup d'informations, peut-être été trop vite sur certains points, à poser des questions sur le petit module QER et on y répondra même en image avec plaisir en fin de présentation. Alors, je repasse la main à Yannick pour les exercices. Merci Philippe. Donc, vous l'aurez compris, s'installer, voilà, c'est essentiel pour éviter justement les différentes douleurs, mais ce n'est pas la seule chose à faire. Parce que même si vous êtes installé dans la meilleure des positions, votre corps, il va quand même être sollicité déjà par la position statique et donc par la position aussi assise. Donc, moi, je vais vous montrer maintenant, donc, on a vu tout à l'heure plutôt des exercices à faire le matin pour réveiller son corps. Moi, je vais vous montrer plutôt des exercices pour prévenir et diminuer, pour ceux qui ont déjà la douleur, dans, on va dire, les deux principales zones de douleur. Puisque quand on travaille sur écran, on a mal à deux endroits différents, les cervicalgies, qui ressort vraiment le plus, et tout ce qui va être au niveau des lombaires, donc les lombalgies, qui ressortent aussi énormément. La cervicalgie, pourquoi? Parce que j'ai la tête qui est tout le temps penchée en avant. La lombalgie, parce que je suis assis, souvent un petit peu avachi. Donc, avec les conseils de Philippe, on va pouvoir bien sûr limiter tout ça, mais ça serait bien, en complément, de faire des petits exercices. Donc, alors, on peut les faire en général en fin de journée, c'est pas mal parce que ça nous permet de couper entre le travail et notre vie perso. Donc, ça crée en fait moi ce que j'appelle un petit sas de décompression. Mais c'est des exercices que vous pouvez faire aussi pendant la journée si vous sentez que ça tire un petit peu. Donc, on va commencer par la région cervicale, où on va venir étirer du coup certains muscles et pas ceux qu'on pense, puisqu'on pense souvent au trapèze. Donc, vous avez déjà forcément tous vu cet étirement-là pour étirer le trapèze. Est-ce que cet étirement-là, il a un intérêt? Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est déjà en situation d'étirement. Quand j'ai la tête penchée en avant, d'accord, en fait, mon trapèze est déjà étiré. Donc, je vais venir étirer un muscle qui est déjà étiré. Donc, au contraire, on va essayer de le détendre. Et comment est-ce qu'on va le détendre? En étirant plutôt les pectoraux. Le fait d'étirer les pectoraux, vous allez avoir les épaules du coup qui vont être plus postérieures, d'accord. Et en fait, du coup, le trapèze va être relâché. Donc, tous ceux qui ont des douleurs cervicales, vous allez essayer pendant une dizaine de jours de faire les exercices que je vais vous montrer et vous verrez que ça va vraiment ouvrir votre thorax. En plus, vous allez mieux respirer, moins de problèmes digestifs, meilleure oxygénation et du coup diminution de la douleur au niveau du cou. Donc, pour étirer les pectoraux, il y a plusieurs techniques. On va commencer par une technique simple, donc on va le faire ensemble. Un étirement, ça va durer entre 30 et 40 secondes, d'accord? Le temps de bien relâcher toutes les fibres musculaires. Donc, on met les doigts croisés derrière la nuque et on va venir ouvrir complètement. Et donc là, ça va étirer les deux pectoraux. On vient bien chercher en arrière et surtout, on pense à bien respirer. En respirant, ça va vous permettre d'augmenter l'étirement, puisque les pectoraux sont des muscles inspirateurs. Donc, ça va vous permettre d'étirer encore plus et du coup de relâcher le muscle. Donc, on reste 30 à 40 secondes. Et on pense à bien respirer. En plus, l'avantage des étirements, vous voyez, c'est un moment où on est calme, on relâche toute la pression,
On ne pense plus à rien, c'est que notre corps. Et on relâche tout doucement. Ensuite, on va venir garder le thorax face à notre ordinateur et on va venir mettre le bras vers l'arrière en gardant bien le thorax en face. Hein. Si vous vous tournez, il n'y a plus d'efficacité. Et je viens chercher le plus loin possible. Pareil, 30 à 40 secondes. Et on respire. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, je viens bien chercher. Et je pense à respirer. Donc là, j'étire, n'oubliez pas, mes pectoraux. Parce que le pectoral, quand il est trop contracté, on est justement dans cette posture, les épaules enroulées vers l'avant. Il est de plus en plus rétracté. Du coup, nous, on le voit hein, quand on vous met assis sur les tables d'ostéopathie, bah, votre posture, c'est ça. D'accord? Donc, forcément, votre trapèze, il tire toute la journée. Donc, on va venir chercher au contraire à ouvrir. D'ailleurs, pour ceux qui font, ça me permet de rebondir là-dessus, un peu de sport en salle, etc., et qui ont des douleurs cervicales, il va falloir privilégier tous les exercices de tirage vers l'arrière. Donc, rameur, etc. Pourquoi? Parce que ça va renforcer vos muscles du dos et ça va rééquilibrer votre posture avec une posture plus postérieure. Donc, il faudra bien penser à étirer aussi les pectoraux pour avoir moins de douleur au niveau des trapèzes et du cou. Le dernier exercice qui est le plus puissant pour les pectoraux. Donc, en fait, alors là, par contre, il vous faut un angle de pièce. Et donc, je vais mettre une main d'un côté, une main de l'autre côté, et je me laisse tomber vers l'avant. Comme si, en fait, je faisais une pompe. Donc, je me laisse complètement tomber vers l'avant et je vais rester pendant 30 à 40 secondes dans cette position. Donc, vous voyez, il y a 3 exercices. Il en existe d'autres. Vous pouvez regarder. Alors là, ça a été un des avantages quand même sur cette crise, c'est qu'il y a eu énormément de ressources qui ont été publiés. Donc, des exercices sur les étirements des pectoraux, on peut en trouver des dizaines et des dizaines. Il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres. Ça va dépendre de la sensation qu'on a, etc. Mais voilà, moi, je vous ai montré les 3 qui me paraissent les plus simples et qui sont faisables, en tout cas pour 2 sur votre poste de travail directement et qui vont venir chercher à ouvrir. On va voir maintenant l'étirement qui est, à mon sens, l'étirement le plus important du corps. Si tout le monde faisait cet étirement tous les jours, nous, on n'aurait plus de travail en tant qu'ostéopathe parce que vous auriez plus du tout mal en bas du dos. Donc, le faites pas trop non plus quand même, hein, qu'on continue à avoir quelques patients. Non, je plaisante bien sûr. Faites-le au maximum. Nous, on serait super heureux que justement, vous ayez plus de douleur au niveau des lombaires. Donc, l'étirement qui est le plus important, c'est le muscle psoas. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce muscle. En fait, le muscle psoas, c'est un muscle en fait qui est au niveau de l'aine, qui va vous permettre de lever la jambe. Vous, le problème, c'est que vous êtes en position assise. Donc, vos 2 psoas, ils sont rétractés toute la journée. Donc, quand vous allez vous lever, ils vont avoir du mal à se détendre et du coup, vous allez sentir des tensions au niveau du dos. C'est pour ça que vous avez le réflexe souvent, quand on est en position assise, même quand on sort d'une voiture, c'est de se lever et de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut chercher à étirer les psoas. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous êtes complètement plié au niveau du dos, vous êtes penché en avant parce que c'est vos psoas qui sont rétractés. Donc ça, vraiment, je vous invite là, comme pour les douleurs au niveau des cervicales, ceux qui ont des douleurs en bas du dos, surtout la nuit, ceux qui ont mal au dos la nuit, là, c'est vraiment un signe que c'est le psoas. Faites l'étirement tous les jours pendant 10 jours. Vous allez voir la différence, ça sera radical. Ceux qui font aussi de la course à pied, du foot, tous les sports où on court, le psoas, c'est le muscle du coureur. Donc, il faut aussi l'étirer. Je ne veux plus vous voir au stade, parce que vous êtes tous au stade en train de me faire celui-là, d'accord? Celui-là, en fait, il ne sert pas à grand-chose. Celui qu'on veut, c'est le psoas. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on l'étire? Alors, le psoas à étirer. Je vais décaler un peu l'ordinateur. Voilà. Donc, je vais venir
mettre hop, une jambe en avant qui va être pliée, une jambe en arrière qui va être tendue. D'accord? Attention, d'accord, il y a des petites règles à bien respecter pour ne pas se faire mal. D'accord? Déjà, de garder le dos bien droit. Ok? On a les pieds qui sont bien parallèles, surtout pas perpendiculaires. Si vous vous mettez en fait comme ça, là, vous allez étirer les adducteurs. Ok? Donc, je mets mon pied, je vais me décaler un petit peu. Hop, voilà. Mon pied arrière, le talon doit être décollé. Si vous le mettez au sol, vous allez étirer les mollets. D'accord? Donc, je garde mon dos bien droit et je vais venir chercher tout doucement ici. D'accord? Et ça doit tirer normalement dans l'aine. OK? Et donc là, on va rester pendant 30 à 40 secondes comme ça. Et là, on doit bien le sentir normalement. Je vais vous montrer après d'autres variantes, mais en tout cas, celle-là, c'est pour moi la technique la plus simple et la plus efficace. Donc, on va rester 30 à 40 secondes. Voilà, on garde le dos bien droit. On peut aussi augmenter en levant les bras. Donc là, bon, vous ne voyez pas mes bras, mais si je lève mes bras en arrière, en fait, ça va venir me mettre un petit peu plus en extension et donc ça va venir tirer encore plus. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, je garde le dos bien droit et je viens tirer au niveau de l'aine. Donc ça, c'est vraiment le psoas, faites-le. C'est l'étirement le plus important. Malheureusement, personne ne le connaît. Personne ne le fait du coup, alors que c'est un muscle qui est vraiment celui qui permet de gérer tout le fonctionnement du bassin. Autre façon de le faire, c'est en mettant un genou au sol, d'accord? Ça peut être pas mal au départ. Et vous venez du coup, hop, chercher comme ceci. Et donc, ça va être dans l'aine. Vous pouvez le faire aussi avec un siège en mettant, alors faites attention si c'est un siège à roulette, c'est en venant comme ceci, d'accord? Et donc, ça vient tirer ici. Le psoas, c'est pareil, il y a plusieurs façons de le faire. Ça, c'est les façons qui sont les plus simples. On peut le faire aussi allongé, on peut le faire, il y a plein de façons de le faire, mais en tout cas, retenez bien, parce que des étirements, c'est vrai qu'on en voit plein partout, tout le temps. Il y en a deux qui sont très importants par rapport au travail sur écran. Le premier, tout ce qui va être lié au cervical. Le deuxième, le psoas, qui va être lié du coup aux douleurs lombaires. Si vous avez retenu ces deux choses-là et que vous les appliquez régulièrement, vous allez voir au niveau de votre corps, ça va être le jour et la nuit par rapport à vos douleurs actuelles. Attention, alors, les étirements, ce n'est pas que quand on a mal. Le mieux, c'est de les faire vraiment avant d'avoir mal. Si vous les faites régulièrement, justement, la douleur n'apparaîtra pas. Après, il en existe plein d'autres qui peuvent être efficaces pour le travail sur écran, notamment au niveau des avant-bras. D'accord? On peut faire celui-là, on peut faire celui-là pour les poignets, on peut faire les fessiers aussi, puisqu'on est tout le temps assis sur son fessier, les mollets. Mais voilà, en tout cas, focalisez-vous sur les deux qui sont les plus importants, psoas et pectoraux. D'accord? Ça, c'est vraiment essentiel. Ce que je vous propose aussi maintenant, c'est de vous montrer, donc on a vu le réveil musculaire à faire plutôt le matin, les étirements à faire plutôt en fin d'après-midi pour justement détendre ces muscles. Et on va finir du coup par des petits exercices, enfin un petit exercice surtout de respiration pour travailler le diaphragme. Le diaphragme, en fait, c'est un muscle donc, qui est ici. Quand vous inspirez, il descend. Quand vous soufflez, il remonte. Et donc, c'est lui qui brasse le système digestif et qui permet d'apporter de l'air dans les poumons. Le problème, c'est quand on travaille sur écran, vous voyez, on est souvent dans cette posture-là. Donc, le diaphragme, il est comprimé. Vous pouvez faire un petit test devant vos écrans. Vous vous penchez un petit peu en avant et vous essayez de prendre une grande inspiration. Vous verrez que ce n'est pas possible. Donc, du coup, beaucoup de ballonnement, constipation au bureau. Associé à ça, le stress. Quand on est stressé, on respire plus de la même façon. On fait des petites inspirations. Du coup, le diaphragme, il a tendance à être contracté. Donc, l'exercice que je vous propose, donc celui-là, il est à faire pendant la journée. Il peut être fait aussi en fin de journée. Il peut être fait dans son lit le soir pour s'endormir. Il est super bien. Ça s'appelle le 4-7-8. Le principe du 4-7-8, on va le faire ensemble une session pour bien que vous compreniez. C'est pendant 4 secondes, je vais inspirer. Donc, mon diaphragme,
il va descendre. Pendant 7 secondes, je vais bloquer. Et pendant 8 secondes, je vais souffler. D'accord? Donc, ça va faire un étirement du coup de ce muscle diaphragme. Et c'est un exercice qu'on va répéter 2 ou 3 fois si possible. Donc, on va le faire tous ensemble. Donc, allez-y, on attaque. Donc, pendant 4 secondes, j'inspire. Donc, 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous n'avez pas réussi à le faire, d'accord, vous avez bloqué sur une des étapes, ça veut dire que votre diaphragme, il est trop en compression, il est trop contracté. Du coup, ça veut dire que potentiellement, vous respirez mal et donc vous allez avoir problème digestif, vous êtes très stressé, etc. Soit vous arrivez à le faire et donc là, il va falloir continuer à l'entretenir. Mais en tout cas, c'est une habitude à prendre, comme le réveil musculaire, les étirements, donc la respiration. Prenez une habitude. Donc, mettez-vous au départ des petites alertes et vous verrez que, en fait, au début, vous allez avoir besoin des alertes, mais après, avec le temps, ça va être quelque chose qui va être dans vos habitudes de journée et vous le ferez vraiment naturellement et vous en ressentirez les effets. Parce que ce n'est pas parce qu'on le fait une fois qu'on va ressentir les effets. C'est le fait de le répéter régulièrement que votre corps va se détendre et vous serez beaucoup mieux. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'objectif, c'était de vous montrer des petits exercices simples qui sont complémentaires avec l'installation, donc que vous a expliqué Philippe. Donc, essayez vraiment d'appliquer les deux et vous sentirez des résultats assez rapides et surtout qui sont durables dans le temps. Alors, du coup, nous revenons sur cette, du coup, après cette présentation. Alors, je vois qu'il y a une question intéressante qui va me permettre de donner en plus quelques précisions sur ce qui a été dit un peu juste avant. Alors, je vous lis la question, hein. Les gauchers ont-ils des contraintes particulières pour l'installation du poste? Alors, pour les gauchers, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une configuration très, très particulière, mais effectivement, il y a 2 points vraiment de vigilance qui vont être la souris, donc le positionnement de la souris et le type de souris. Donc, a priori, un gaucher utilisera non pas sa souris main droite, mais main gauche, donc positionnée du côté gauche, et aussi une petite subtilité au niveau du clavier et du téléphone. Alors, je vais vous remettre en image avec ça, toujours. Hop. Alors, l'idée, c'est que l'utilisation de la souris côté gauche, main gauche, donc ça, c'est un premier point. Donc, avec le réglage aussi du clic droit ou une souris adaptée. Donc, on peut inverser les clics sur une souris, ça, c'est la première info. Et il peut y avoir aussi un certain nombre de souris qui existent avec des tailles différentes, avec des modèles différents, des formes différentes. Ça existe. Et donc, que ce soit, alors là, pour droitier ou gaucher, il est possible que vous ayez besoin d'une souris un petit peu particulière. Et donc, ça, on vous invite à regarder, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se font. Ça, c'est la première info. Au niveau du clavier, pour celles et ceux qui utilisent beaucoup le pavé numérique, là aussi, pour les gauchers, il existe des claviers. Alors, il y a 2 versions, soit avec un clavier, avec un pavé numérique qui serait situé de l'autre côté, donc côté gauche, ou alors, il y a une autre solution qui est simple pour tout le monde et qui fonctionne pour tout le monde, c'est d'avoir un pavé numérique déporté. C'est-à-dire que là, on aurait un petit clavier sans pavé numérique et par contre, à côté, un tout petit clavier où il n'y aurait que le pavé numérique. Et dans ce cas-là, on le met à droite ou à gauche. Donc là, c'est tout indiqué pour les gens qui travaillent beaucoup avec du numérique et avec des chiffres, avec du tableur Excel, etc. Mais donc, sachez que ça existe. Par contre, ça me donne l'occasion de répondre un petit peu plus à une question. Alors, le téléphone sera du côté opposé à la souris. Donc là, pour un gaucher, souris main gauche, le téléphone sera côté droit. Et en ce qui concerne les écrans, le positionnement des écrans, tout à l'heure, on vous a mis une configuration avec l'utilisation de 2 écrans. Pour positionner les écrans, il y a 2 façons. Si vous utilisez vos écrans vraiment à 50%, vraiment 50-50, vous les utilisez constamment tous les deux, globalement,
on va vous inviter à les positionner face à vous, accolés, et avec la jonction des deux écrans, finalement, alors comment expliquer ça? Au milieu. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez la jonction des deux écrans. Ça, c'est vraiment si vous les utilisez tous les deux de la même façon. Par contre, si vous utilisez principalement un écran, donc on parle souvent de 80-20 ou de 70-30, 70% ou 90% de votre temps, vous utilisez le même écran. Dans ce cas-là, on va vous demander finalement de le positionner, celui qui est utilisé majoritairement vraiment face à vous. Et le deuxième écran, vous allez l'accoler et l'incliner un petit peu vers l'intérieur. Et là, c'est à vous de choisir. Si vous êtes plus confortable avec l'écran positionné sur la droite, il faut le positionner sur la droite. Si c'est sur la gauche, c'est sur la gauche. Donc là, que vous soyez droitier ou gaucher, ce sont les mêmes recommandations. Un écran face à soi si vous l'utilisez vraiment beaucoup plus que le second. Et sinon, si vous les utilisez vraiment 50-50, les deux face à vous, positionnés, nous on appelle ça comme un livre ouvert. C'est-à-dire que vous avez la jonction des deux face à vous et les deux écrans sont un peu inclinés vers l'intérieur. Pourquoi? Pour limiter au maximum les sollicitations au niveau du cou. Voilà. Et est-ce que avez-vous des conseils pour les femmes enceintes? Alors, ça c'est une bonne question et elle n'est pas fréquente. Mais du coup, alors de ce qui me vient là de suite, l'assise va beaucoup compter. C'est-à-dire que pour les femmes enceintes, on va avoir du coup un dos qui n'est pas le même qu'habituellement. Donc là, on va avoir sans doute besoin soit d'un renfort lombaire un peu différent. Donc là, en tout cas, le réglage du dossier va avoir de l'importance. Et du coup, peut-être qu'il n'y aura pas assez de renfort lombaire au niveau du dossier. Ouais, on peut. Alors, on va vous montrer un petit équipement spécifique aussi qui existe. Donc, on peut rajouter un renfort au niveau du dos de manière à ce que du coup, vous ayez du maintien au niveau du dos et que ce soit le plus confort possible et que le dos travaille le moins possible surtout. Et la deuxième chose, vu qu'on peut avoir, selon le mois où on en est, un ventre du coup prédominant, et dans ce cas-là, le support avant-bras qu'on vous a montré tout à l'heure a un arrondi, en tout cas propose un arrondi qui permet, alors on va vous montrer les deux en image, qui permettra finalement de travailler avec son ventre qui prend un peu de place devant soi. Alors, je vous montre la première solution, que vous ayez un siège ou une chaise. Il existe des coussins gonflables comme celui-ci, avec une poire, auquel cas vous le mettez au niveau de votre dos, là où vous en avez le besoin, et la poire permet de prononcer plus ou moins, alors mets-le peut-être de profil, parce que plus on gonfle, plus le coussin va être épais. Et donc, dans ce cas-là, vous allez combler l'espace au niveau du dos, fonction du besoin. Et donc, vous pouvez le gonfler ou le dégonfler à souhait. Et vous pouvez même changer fonction du moment de la journée. Et donc là, ça vient faire office de coussin, mais réglable. Donc ça, c'est parfait. Et alors, la deuxième solution, c'est peut-être de remettre le support avant-bras parce qu'on va montrer, en fait, il est arrondi et il se règle en écartement, ce qui permet, quand on a un ventre qui est assez prononcé, de positionner le support sur le plan de travail. Et vous voyez, en fait, le ventre, finalement, va venir plutôt dans l'arrondi, mais du coup, vous pourrez vous positionner plus confortablement que si vous avez un plan de travail tout droit. Donc ça, ce serait deux conseils, je pense, je ne sais pas Sarah si tu en vois d'autres, qui pourraient permettre en tout cas un positionnement plus aisé pour une femme enceinte. Et donc, oui, plus elle va aller proche du terme. Ah oui, on a une autre solution, troisième, parce que du coup, comme les femmes enceintes ont besoin de varier les positions, c'est peut-être de positionner un repose-pied réglable en hauteur, mais avec une grande hauteur de débattement qui permettrait de positionner alors soit les deux pieds, les deux jambes, une seule, fonction des besoins, parce que du coup, les postures sont un peu plus complexes quand on est dans cette configuration. Si on est à la maison, on peut mettre ce que l'on trouve, tabouret, chaise, boîte de chaussures, peu importe, fonction de la hauteur souhaitée. Mais du coup, c'est de varier un petit peu les hauteurs et les postures au niveau des pieds. Ça fonctionne aussi. Alors, donc, je regarde s'il y a d'autres questions. Il ne me semble pas. Alors, je vais peut-être laisser une petite minute et ensuite, alors à moins que Yannick ait une intervention sur une des deux questions. Non, il y a juste pour les femmes enceintes, ce qui va être important, je vous ai montré tout à l'heure l'étirement du fessier.
En fait, les femmes enceintes ont souvent ce qu'on appelle des sciatiques de la femme enceinte. C'est le nerf sciatique qui est pincé en fait, au niveau du fessier. Du coup, en fait, alors là, il faut demander en général à une autre personne de nous le faire, surtout en fin de grossesse, mais c'est de s'allonger du coup sur le dos avec la jambe comme ça et de venir tirer. En fait, ça va étirer le fessier et du coup, ça permettra de diminuer la contrainte sur le nerf sciatique, puisqu'on a énormément de femmes enceintes justement qui viennent pour ce type de problématique. Bah, top, merci pour le complément. Eh bien, je vous propose, s'il n'y a pas de questions complémentaires, alors déjà, je remercie Sarah pour la présentation et Yannick pour les compléments d'infos. Merci. C'était plutôt sympathique. Et je vais, dans ce cas-là, laisser quelques secondes si jamais il y a des questions complémentaires. Et sinon, je vais vous souhaiter une excellente journée et vous remercier d'avoir été présent et actif sur cette présentation. Merci à tous et bonne journée à tout le monde. Et on compte sur vous pour appliquer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Exact. Très bonne journée à tous et merci pour les petits commentaires de fin. C'est très, très, très sympathique et très gentil. Bonne Bonne journée à tout journée. le monde. Au revoir.